Je suis ravie d'être parmi vous d'abord et je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à participer à cette séance d'auto-immunité. Ma présentation va porter sur les anticorps antinucléaires et ces anticorps antinucléaires, on sait qu'ils sont dirigés contre des cibles et dont la première a été identifiée en 1957. Donc en fait, ce n'est pas un anticorps qui est dirigé contre une cible qui date d'hier, qui est récent, mais quand même, ça fait plus de 60 ans. D'autres cibles ont été découvertes au fur et à mesure. Et donc, il y a plusieurs cibles qui sont des cibles, enfin des antigènes, qui sont des cibles de ces auto-anticorps. Alors, les techniques de détection de ces anticorps antinucléaires ne sont pas encore standardisées, et donc il y a besoin de faire cette harmonisation. Et enfin, ces anticorps antinucléaires, ils sont impliqués dans des pathologies cliniques. Alors, ces anticorps antinucléaires, ce sont des cibles, et donc ils ont des cibles d'anticorps, ils ont une indication qui est précise, d'où la pertinence dans la pratique clinique. Et qui dit pertinence dans la pratique clinique dit que la probabilité clinique pré-test doit intégrer justement la démarche diagnostique du moment qui sont pertinents dans le diagnostic. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de standardisation des tests de détection et cette standardisation va nous permettre de faire un meilleur choix concernant les techniques à instaurer au laboratoire, mais également à mieux communiquer avec le clinicien concernant les caractéristiques des tests qui sont utilisés. Et c'est un des objectifs de l'ICAP, qui est le consensus international des aspects des ANA, c'est d'établir et d'éditer des recommandations concernant la recherche des ANA, qui est un outil qui est important aussi bien pour le biologiste que pour les prescripteurs. Alors, quelles sont les cibles des ANA? Donc, on a dit que ce sont des cibles qui sont au niveau du noyau, c'est antinucléaire, et donc ce sont des cibles au niveau de nos propres cellules. Alors là, c'est une liste qui est très restreinte. Donc, on trouve comme cible les acides nucléiques, les nucléoprotéines et les ribonucléoprotéines qu'on appelle également l'ENA ou bien les antigènes qui sont solubles. Mais en plus de ce qui est représenté sur mes diapos, il y a plusieurs cibles qu'on trouve au niveau du noyau, au niveau de la membrane du noyau, mais également au niveau du nucléole. Alors, un mot sur la terminologie des ANA. Ce sont donc l'appellation des auto-anticorps qui sont dirigés contre des cibles nucléaires. Donc, soit il est en rapport avec des structures qui sont reconnues au niveau du noyau. Donc, l'exemple, c'est l'anti-DNA natif, les DNA-N. Également en rapport avec le nom du patient chez qui l'auto-anticorps a été identifié la première fois, comme les anti-SM chez le monsieur Smith, le patient monsieur Smith, mais également en rapport avec les maladies qui sont associées à l'anticorps, comme les SSA, et en rapport avec la maladie du syndrome du Gauge-Sjogren. Mais également, l'appellation est en rapport avec l'aspect de fluorescence, comme l'anti-DFS. C'est des granulations qui sont fines et denses, avec un poids moléculaire de 70. Alors, quelles sont les techniques de dépistage? Quelles sont les techniques de recherche de ces anticorps antinucléaires? D'abord, il y a une étape de dépistage. Et le dépistage des ANA, elle passe par une étape qui est importante, une technique qui est incontournable, c'est la technique d'immunofluorescence sur les cellules HEP2, qui est une technique de référence et qui est très sensible. Et cette technique, vous le savez tous, elle est faite sur un substrat, la cellule HEP2. C'est une cellule qui dérive du carcinome laryngé, qui a la caractéristique d'être une cellule qui se prête à la lecture avec un noyau qui est proémineux, mais également avec plusieurs nucléoles, donc on peut identifier de façon claire quand il y a un aspect nucléolaire. Donc il y a une visibilité claire des structures nucléaires, mais en plus des structures nucléaires, il y a également tout ce qui est cytoplasmique. Alors certains fournisseurs proposent des cellules qui sont HEP2 2000 et ceci pour justement identifier le SSA A60 qui peut être raté par la cellule HEP2 normale quand le titre est faible. Alors ces cellules HEP2, quand il y a la présence d'un auto-anticorps, d'un anticorps, donc il y a un aspect de fluorescence qui est positif et en fonction de cet aspect de fluorescence, on peut être orienté sur la cible antigénique. Alors, quand l'ANA est pratiquée par
l'immunofluorescence, quelles sont les dilutions à utiliser? Et donc cette question, c'est un débat, c'est un sujet à débat dans la littérature médicale. Et le LAR ou l'ACR, il préconise une dilution, de commencer par une dilution 1/80. Après, bon, chaque laboratoire peut établir un seuil de dilution pour justement l'instaurer au laboratoire. Donc, ce qui est pratiqué par plusieurs équipes, il commence par le 1/60e chez l'adulte et 1/80 chez l'enfant. Alors, quand on trouve un aspect qui est positif à l'immunofluorescence, est-ce qu'il faut faire des titrations? Oui. Pourquoi? Parce que quand on a un titre qui est élevé, donc c'est des séries de dilution, et la dernière série de dilution qui donne la fluorescence, en l'inverse, il donne le titre. Alors, quand le titre est élevé, ça permet de donner une meilleure valeur prédictive positive, surtout en cas de connectivité. Par contre, quand le titre est bas, en général, s'il n'y a pas de corrélation clinique, et souvent, ce titre qui est très bas, on le trouve chez le sujet sain. Bien sûr, quand quand la personne ne présente pas de symptomatologie clinique. Alors maintenant, est-ce qu'il faut donner un titre si on ne l'a pas pratiqué au laboratoire? Donc l'approche scientifique dit non, je ne donne un titre que si j'ai fait les titrations, que si j'ai fait les dilutions en série. Alors est-ce qu'on peut estimer le titre? Bon, certaines équipes estiment le titre pour des raisons économiques et pratiques. Alors, avec des techniques automatisées, il y a certains automates qui proposent des titres, donc ils prévoient, en fonction de l'aspect de fluorescence et de l'intensité, certains automates proposent des titres jusqu'auxquels on peut avoir des positivités, mais l'approche scientifique, on ne peut donner un titre que s'il a été pratiqué. Et le titre, donc faire les titrations, ça va dépendre de l'intensité de la fluorescence, sachant qu'il y a des systèmes d'anticorps à haute dilution et d'autres qui sont à faible dilution. Donc le message à passer, c'est que la détermination de l'aspect ANA implique une titration de l'échantillon. C'est important parce qu'en faisant les titrages, on peut arriver à dégager un aspect qui n'était pas présent au début de la dilution. Et deuxièmement, il n'est pas recommandé d'indiquer un titre si on n'a pas fait de titrage réel. Alors, la technique d'immunofluorescence a des soucis, a des problèmes. C'est une technique de référence, il permet d'apporter beaucoup d'informations, mais c'est une technique qui nécessite une grande expertise. Alors, les résultats interlaboratoires sont variables. Des techniques d'un laboratoire à un autre, on peut trouver des résultats qui ne sont pas les mêmes, et ceci en rapport avec la diversité des lames commercialisées. Il faut que ce soit des lames avec des cellules, avec beaucoup de cellules, des cellules en division, parce que c'est sur les cellules en division qu'on voit est-ce qu'il y a un chromosome qui est positif ou négatif, donc ça permet d'orienter. Mais également le microscope. Donc le microscope, il est important parce que la lecture des ANA, comme vous le savez, se fait par l'immunofluorescence. Donc c'est une fluorescence. Et si on a un microscope avec une faible fluorescence, on peut sortir du négatif alors qu'il est positif. Contrairement, si on augmente la fluorescence, on peut sortir de faux positifs. Également, l'expérience du personnel du laboratoire, c'est une technique qui demande beaucoup de pratique et beaucoup de cas qui ont été vus. Alors, et autre chose, il est conseillé de faire la lecture en double par 2 personnes, parce que c'est une technique qui est subjective. Donc, un opérateur peut lire négatif, alors que l'autre, il peut lire positif, et donc il faut que la lecture soit faite par 2 personnes. Alors, cette technique a été automatisée. C'est une technique qui est chronophage, qui est difficile il demande beaucoup de temps. Et donc, certains automates dont le souci de réduire justement le temps, donc ils permettent de faire l'immunofluorescence. Mais je peux vous dire que, on peut éliminer tout ce qui est franchement négatif, tout ce qui est franchement positif, mais il y a toujours l'œil de l'opérateur qui est important à apporter. Alors ça, c'était pour le dépistage qui se fait par la technique l'immunofluorescence, qui est une technique, je le répète, qui est très sensible, et l'identification de ces anticorps, elle est faite par les techniques d'immunofluorescence sur Critidia, qui permet de détecter les ADN, les natifs ou bien les ADN double brin, et les techniques qui sont les techniques en phase solide, à savoir l'ELISA, les immunodotes et les techniques multiplex. Alors, ces techniques d'identification, ils permettent d'une part de confirmer là où les cibles qui ont été suspectées par l'immunofluorescence, de compléter le test
de dépistage de l'immunofluorescence, mais dans certains laboratoires, ils sont utilisés en première intention. Seulement, il faut avoir dans la tête que ces techniques ne couvrent pas les réactifs qui sont proposés pour l'identification en phase solide, et ne couvrent pas toutes les spécificités anticorps. C'est pour ça qu'il est recommandé, et M. Admou vient de le dire, qu'en cas de forte suspicion d'une connectivité avec des ANA en phase qui ont été faits en phase solide, par une technique de phase solide, des ANA négatifs, de faire une recherche ANA par immunofluorescence. Alors, la technique d'immunofluorescence, donc les ANA par immunofluorescence, quand est-ce qu'il faut les prescrire? Ce sont des techniques très sensibles, et donc face à un tableau de connectivité, on ne risque pas de les rater, donc les ANA restent le meilleur test de dépistage. Alors, ils ne sont pas très spécifiques, donc on peut les trouver dans d'autres pathologies, et donc il faut les demander il faut orienter le dosage en intégrant la probabilité clinique pré-test. C'est important de voir la symptomatologie pour pouvoir justement les faire. Alors, par contre, les ANA ne doivent pas être, donc par immunofluorescence, ne doivent pas faire partie du suivi quand le diagnostic d'une connectivité est déjà établi, parce qu'il n'y a pas de corrélation avec l'activité de la maladie, et ça va engendrer des frais qui sont inutiles et qui sont sans pertinence. Alors, ces ANA qui peuvent être positifs, ils sont spécifiques de certaines connectivites, mais on peut les trouver dans la population saine, mais également dans d'autres pathologies. Ils ne sont pas spécifiques donc, de ces connectivites, donc on peut les trouver. Alors, le taux de positivité dans la population saine, on peut les trouver donc, dans la population, donc 5 sujets parmi une population de 100 qui sont saines, on peut trouver une fluorescence à 1 sur 60. Donc, quand même, 5% de la population saine peuvent présenter une fluorescence à 1 sur 60. Également, on peut les trouver, et on les trouve surtout chez les femmes enceintes, les femmes qui ont plus de 40 ans, ainsi que les sujets âgés. Et bien sûr, on peut les trouver dans certaines pathologies, mais qui sont indépendantes des connectivites. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas d'implication clinique. Donc, quand on les trouve chez un sujet sain, il n'y a pas d'implication clinique. Il n'y a pas de probabilité de développer une connectivite non plus. Alors là, Pachnina et Hall, ils ont résumé donc, les pathologies qui sont indépendantes des connectivites et dans lesquelles on trouve des ANA positifs, des pathologies endocriniennes, en infectiologie, en pneumo, en hépatologie, ainsi que diverses maladies où l'ANA est positif, mais il n'a pas de signification clinique. Pardon. Excusez-moi. 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 Alors maintenant quand l'ANA est positif par immunofluorescence, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un test, vous recevez le sérum d'un patient, il est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à faire? Alors il faut intégrer, comme j'ai dit dans l'introduction, la probabilité clinique pré-test. D'accord? Et quand la probabilité pré-test est élevée, on peut faire les investigations spécialisées en fonction de l'aspect d'immunofluorescence. Par contre, quand la probabilité clinique pré-test qui est faible, là, on peut faire un suivi clinique orienté par le médecin traitant et éventuellement refaire le test pour voir est-ce qu'il n'y a pas une positivité par la suite. Quand l'ANA est négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand le diagnostic de connectivite est là, en général, l'ANA est positif. Quand vous avez ce ANA qui est négatif, alors le diagnostic de connectivite il est très peu probable, surtout le cas du lupus érythémateux. Est-ce qu'il faut répéter le dosage? Il y a des études qui ont montré que c'est inutile de répéter le dosage quand vous n'avez pas de symptomatologie en faveur d'une connectivite. Par contre, en cas d'un syndrome, d'une forte suspicion d'un syndrome de Gougerot-Sjogren ou bien d'un syndrome d'antisynthétase, là, il faut penser à rechercher les anticorps antinucléoprotéines. Alors, la démarche au laboratoire qui a été publiée par Rita Brito en 2021, c'est une démarche qui apparaît très simple, mais en fait, elle est complexe sur le plan faisabilité. Alors, en cas de suspicion de connectivite, quand l'ANA est positif, et là, il faut intégrer la probabilité pré-test. Quand c'est élevé, je fais le dosage des anticorps antinucléoprotéines et je fais ce qu'il faut dans l'identification. Par contre, quand la probabilité pré-test est faible, alors là, il faut faire un dosage d'un anticorps anti-DFS 70, on va voir par la suite.
sur les diapos suivantes, quel aspect on a sur les immunofluorescences, et associer la recherche des anticorps anti-nucléoprotéines. Alors, quand votre ANA est négatif devant une suspicion de connectivité, là également, quand la probabilité pré-test est faible, la connectivité elle est improbable. Par contre, quand il y a une suspicion du Gougerot ou des antisynthétases, là, il faut pousser plus loin. Donc, la complexité, justement, donc, de cette démarche diagnostique impose donc, un pas vers la standardisation de la recherche des ANA, et ceci a été justement déjà commencé en 1980 par le comité de sérologie des ANA, ensuite par le comité de standardisation des auto-anticorps, qui avait comme mission de maintenir les normes et de préciser les tests avec lesquels il faut faire les ANA. Et à l'initiative de ce dernier, il y a eu la création de le consensus international des aspects ANA, l'ICAP, en 2014. Et ce consensus avait comme objectif l'harmonisation de la nomenclature des aspects de fluorescence F2, parce que chacun de nous va faire une lecture comme il veut, et rendre le résultat comme il veut également. Éditer des directives concernant l'interprétation des résultats des tests F2 par immunofluorescence et aboutir à une standardisation internationale des méthodes de recherche des ANA. Alors, l'ICAP, justement, donc ce consensus a commencé par le remplacement du terme ANA par anticellulaire, parce que quand on fait une recherche par cellule F2, on n'a pas que le noyau, mais on a également le cytoplasme. Et donc l'appellation anticellule est plus appropriée, donc il est dirigé contre le constituant de la cellule. Donc le code AC a été adapté, et il y a les codes AC alphanumériques et qui sont attribués à chaque aspect de fluorescence. Et ce consensus, il recommande de sortir dans le rapport de l'immunofluorescence, quand on fait la recherche par immunofluorescence, de sortir le code AC. Alors, ce consensus, justement, a fait une classification des aspects de fluorescence, et donc il aboutit à 30 aspects. Alors, en plus du premier qui est négatif, il y a 15 qui sont des aspects nucléaires, 5 cytoplasmiques, et 5, c'est des auto-anticorps dirigés contre des cibles de l'appareil mitotique. Et pour chaque profil, il y a l'aspect de la fluorescence, la spécificité et la corrélation clinique qui sont précisés. Alors tout ceci, vous le trouverez sur ce site que je trouve très intéressant. Ce site, il est intéressant parce qu'il y a la nomenclature, il y a la classification, donc l'arbre décisionnel, il y a également tous les aspects ANA, et c'est un site justement où toutes les informations sont traduites en plusieurs langues, donc vous pouvez consulter. Donc ce site, moi je le trouve très intéressant, et ça permet de guider aussi bien dans la démarche, dans l'aspect de fluorescence, mais également dans l'orientation vers l'identification des cibles. Alors, ces recommandations, justement, ce consensus, il tient de façon régulière des workshops desquels il apporte des améliorations, et ceci à partir des recommandations et des commentaires des utilisateurs. Et de ce fait, on peut mettre à jour la classification. Alors, cet arbre, justement, c'est différent. Cette classification, arbre de classification en nomenclature, c'est ce qu'il y a sur le site que je vous ai présenté, bon, pour les gens qui ne le connaissent pas. Et donc, sur ce site, vous avez l'aspect de fluorescence, et on commence par des aspects de fluorescence qu'on connaît tous, et on a l'aspect qui est négatif nucléaire, cytoplasmique, mitotique. Mais après, dans le négatif c'est négatif, mais dans le positif, vous avez plusieurs aspects. Il y a l'homogène, le moucheté, le nucléaire, etc. Des aspects qu'on connaît, mais en plus, c'est des sous-aspects. Et donc, dans le nucléolaire, il y a des sous-aspects, dans le moucheté, il y a des sous-aspects. Et donc, il y a plusieurs aspects. Et donc, vous voyez qu'il y a des aspects qui sont en orange, bon, ça paraît en orange, des aspects en orange et des aspects en vert. Et si vous voyez la légende, donc l'orange, il relève du niveau compétent, et le vert, c'est du niveau expert. Et il précise les aspects dans lesquels on va trouver un chromosome positif ou pas. Alors, je vais vous présenter quelques aspects qui sont intéressants à connaître, en plus des aspects habituels que vous connaissez. Donc là, je ne vais pas aborder les aspects cytoplasmiques, parce que bon, le thème de la présentation, c'est antinucléaire, donc je vais m'intéresser plus à tout ce qui est nucléaire, à tout ce qui est cible nucléaire. Et donc,
par ordre croissant, donc le AC2. Donc c'est un aspect qui est dense et finement moucheté. Donc c'est un aspect où on va voir un aspect qui est moucheté, d'accord, mais avec un chromosome, avec une chromatine qui est positive. Et cet aspect, il peut être confondu avec un aspect mixte, un aspect homogène plus moucheté. Alors, ce n'est pas donc un aspect qui est mixte, mais c'est un aspect qui est moucheté, qui est finement moucheté et qui est dense, et c'est en rapport avec la cible qui est le DFS, l'anticorps qui est dirigé contre la cible DFS. Et cet anticorps, on peut le trouver chez le sujet sain qui a été testé positif. Donc, si vous avez un sujet sain, une immunofluorescence qui est positive avec une fluorescence qui est finement moucheté et dense, alors il faut penser à cet anticorps, mais on ne peut pas le dire de façon catégorique si on n'a pas fait d'identification. Il est important d'identifier, de faire l'identification, que ce soit par ELISA ou Minudot, pour dire que c'est un anti-DFS, sinon l'aspect mixte homogène est toujours là. Et dans le laboratoire, s'il vous plaît, j'avais déjà trouvé donc des aspects comme ça, et donc c'est en rapport avec le DFS. D'autres aspects, la C4 et la C5, c'est en rapport avec des aspects qui sont mouchetés, mais qui ne sont pas les mêmes. La même chose pour le nucléole, ce n'est pas les mêmes aspects de fluorescence du nucléole. L'aspect qui est l'aspect de la membrane nucléaire, la même chose, il y a deux aspects, soit c'est une membrane qui est ponctuée ou bien qui est lisse. Et enfin, je finis avec un aspect qui regroupe plusieurs aspects, c'est l'AC29, où on trouve plusieurs aspects. Et donc là, pour trouver ces 5 aspects, il faut vraiment chercher. Donc c'est un aspect qui est en faveur d'un aspect qui est évocateur d'un anticorps dirigé contre les cibles sclères 70-like. On le trouve surtout en cas de sclérodermie cutanée qui est diffuse et agressive. Alors, donc, cette harmonisation va permettre d'établir les aspects de fluorescence selon une nomenclature, les dilutions de dépistage, la pertinence des aspects cliniques et surtout la communication des résultats de l'IFI aux cliniciens de manière standardisée, ce qui va aider aux décisions cliniques, mais également à la valorisation des laboratoires qui peut-être n'ont pas besoin d'être valorisés, mais comme ce test il a une implication clinique qui est importante, donc ça nécessite de sortir un compte rendu qui valorise justement l'analyse qui a été pratiquée. Mais cette implication clinique ne veut pas dire que la recherche des ANA est un examen de routine, parce qu'il engendre une cascade d'investigations qui sont inutiles et coûteuses, implication non justifiée, et il n'y a pas d'indication clinique, il y a une charge de travail qui est importante. Et là, je voulais partager sur la dernière diapo, d'accord, notre expérience concernant l'évaluation, une étude qui a été faite sur l'évaluation des prescripteurs des analyses d'auto-immunité au laboratoire d'immunologie de l'hôpital d'enfants. Et là, vous voyez que parmi les analyses qui sont demandées, si je prends la recherche d'ISNA par immunofluorescence, 80% sont négatifs. Le DNA par sur Critidia, 97 sont négatifs. Quand je regarde l'identification, toujours en concernant tout ce qui est ANA, l'identification, 82 sont négatifs, 92 sont négatifs. Donc je me dis, avec la standardisation, avec la communication avec le biologiste, peut-être on va arriver à améliorer ces résultats. Et je vous remercie.